Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Et on a eu l'idée de faire un épisode spécial avec l'approche des Oscars et la sortie des nominations récemment, d'interviewer un Québécois qui a eu la chance de gagner un Oscar. Il n'y en a pas beaucoup. Il fait partie d'un club exclusif ou sélectif, très sélectif. C'est Sylvain Bellemare. Oui, exactement. C'était aussi un peu dans la lignée de notre épisode avec Claude Paré. C'est de faire voir aussi les métiers méconnus, si on veut, les gens qui travaillent derrière la caméra ou même en dehors du plateau de tournage. Alors, Sylvain est entre autres concepteur et mixeur sonore. Là, et selon les projets, ça varie un peu sa tâche. Et il a gagné en 2017, 2018. C'est comme flou, mais en tout cas, pour Arrival. Je pense que Arrival doit être 2016 de mémoire, donc 2017. OK, c'est ça. Il a gagné l'Oscar du meilleur mix, du meilleur conception sonore. Ouais. Puis il va nous expliquer ça, mais on parle aussi de son métier en général, qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci, pourquoi il n'est pas sur Dune, par exemple. C'est aussi, si vous avez écouté l'épisode avec Claude, c'est quelqu'un aussi qui est pas gêné de parler, qui a plusieurs histoires, qui est très content de participer à ce genre d'émission spéciale. On le remercie pour ça. Tout à fait. Et je pense que c'est un peu la mission aussi du balado. Donc, tu le mentionnais, de faire découvrir des métiers un peu méconnus du monde du cinéma et ses artisans aussi, d'autant plus quand c'est des Québécois qui réussissent bien leur vie, qui rayonnent ici, mais à l'international. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, je pense que Sylvain va nous expliquer un peu tout son parcours qui est super intéressant. Donc, je pense sans plus tarder... Juste mentionner, on l'a enregistré avant qu'il y ait les nominations des Oscars. Fait que, on parle un peu de Dune, mais on réagit pas à chaud aux nominations de Denis ou pas, parce qu'on le savait pas à ce moment-là, ni lui, ni nous. Et on avait enregistré ça, c'est ça, Comic X-Men, c'est avant que les cinémas ouvrent, on pensait peut-être en faire plein d'autres. Là, on retourne en format assez standard tous les vendredis avec les nouveautés, mais on va quand même continuer à faire des épisodes spéciaux ça et là, dans le fond, pour vous satisfaire et en apprendre davantage sur le métier de cinéma, mais il n'y en aura pas nécessairement à chaque semaine. Effectivement. Alors, sans plus attendre, voici Sylvain Bellemare et nous, on se retrouve vendredi pour un épisode traditionnel. Alors, on a le plaisir de s'entretenir avec Sylvain Bellemare. Alors, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez déjà entendu son travail assurément au cinéma, surtout dans les films Incendie et Arrival, pour lesquels il s'est mérité un Oscar. Alors, bonjour Sylvain, merci de prendre ce temps pour être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Moi, on commence à la base. Oui, absolument. Écoute, pour les mordus, peut-être de la soirée des Oscars, il y a comme deux catégories où le son est en honneur, mais on ne sait jamais exactement c'est quoi cette job-là. Alors, peux-tu peut-être nous faire la différence là, à la base entre un peut-être concepteur sonore, ingénieur du son ou monteur sonore? Comment ça se passe un peu, c'est le métier de son au cinéma? En fait, le son, probablement pour un exercice qui est peut-être assurément quelque part profondément démocratique, c'est toujours présenté à plusieurs, contrairement à d'autres corps de métier du cinéma. Et on voit très régulièrement dans les génériques maintenant au Québec ou ailleurs, 3 noms. Preneur de son, en haut, il y a le terme son. Ensuite, preneur de son, le premier titre. Deuxième nom qui va être le monteur sonore, concepteur sonore, ça je reviendrai, qui est le deuxième nom. Puis le troisième nom qui est mixeur. Puis c'est les 3 grands chefs de ça. Et ça prenait tellement de place qu'aux Oscars, jusqu'en 2020-2019, il y avait 2 Oscars remis au son. Tellement ça prenait de la place. Et moi, celui que j'ai gagné en 2017, c'était remis à l'Oscar du montage son, mais il y a l'Oscar du prise de son mixage qui est séparé. Donc, cette année-là, j'ai gagné l'Oscar pour le montage son, mais mes collègues Bernard Strobel et Claude Lahaye, qui étaient en nomination pour l'autre Oscar, n'ont malheureusement pas gagné. Et aujourd'hui, c'est terminé aux Oscars. Il y a une seule statue. Donc, si on refait l'histoire, peut-être qu'on serait monté toute la gang ensemble en 2017 ou peut-être pas. Voilà. Mais derrière tout ça, c'est donc 3 titres. Le preneur de son, c'est la personne qui a signé au tournage uniquement.
C'est la personne vraiment durant la production du film. Et le monteur sonore et le mixeur sont dans la deuxième étape au son, qui est la post-production sonore, quand le montage image est terminé. Et voilà, donc. Et moi, je fais donc le deuxième nom qui apparaît au générique des 3 noms dont je mentionnais. Je suis monteur sonore, concepteur sonore. Et pour faire une histoire courte, le monteur sonore et le concepteur sonore, dans les faits, c'est le même travail. C'est simplement que le mot montage sonore est plus ancien. C'est le terme qui est utilisé de façon mondiale, tandis que concepteur sonore, c'est un terme plus récent, qui est une traduction du terme américain sound designer. Et le sound design est apparu officiellement dans les années 70. Pour la petite histoire mythique, c'est Francis Ford Coppola sur Apocalypse Now qui avait déclaré que Walter Murch, qui était son monteur sonore, avait tellement fait un travail global sur le son, avait tellement pris l'ensemble du son qu'il avait nommé, il avait dit « You're not only a sound editor, you're a sound designer ». C'est-à-dire qu'il avait monté, il avait élevé la profession. Et Walter Murch avait aussi fait quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses à faire dans le son d'Apocalypse Now qu'il avait, il avait vraiment agi comme une espèce de chef d'orchestre. Puis il y avait plein de monteurs son qui faisaient toutes des choses différentes sur le film. Tellement il y avait de travail. Alors, le montage son d'Apocalypse Now a duré 1 an. Wow, quand même. Donc, avec des vieilles technologies, et c'est un film qui a bouleversé le monde du son. Puis encore aujourd'hui, moi, les 10 premières minutes d'Apocalypse Now, je le présente souvent quand je donne des cours. C'est vraiment... ça a révolutionné le son, puis le rapport du son au cinéma, puis comment le son est devenu aussi un langage. C'est important. Le concept du sound design, c'est que le son est un langage dans le film, ce qui existait moins avant. Ça existait, bien entendu, mais ça a pris beaucoup d'ampleur avec ce film-là. Et aujourd'hui, donc, le mot conception sonore, c'est vraiment une globalité, c'est vraiment d'apporter un alphabet au son qui sera plus riche que le monteur sonore. Mais pour simplement dire, c'est le même titre à la base. Voilà. Donc, conception sonore, montage sonore, c'est vraiment la même famille. Il y en a un qui serait plus relevé que l'autre, mais ça va vraiment dépendre de chacun à ce niveau-là. Là. Ben, je pense... Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, ben, je pense qu'au niveau de la conception sonore, on peut dire que c'est quelqu'un qui va trouver des nouveaux sons ou oui, après ça, créer des environnements sonores, c'est ça, oui. Oui, la conception sonore, c'est... Là, si je faisais ça serait une plus longue définition, mais le concepteur sonore, c'est quelqu'un qui va vraiment réfléchir au film comme étant un langage à saisir. Le cinéma, comme toutes les formes d'art, c'est qu'il y a une communication qui est faite de la part de l'artiste, peu importe la forme d'art qu'on utilise. Cette communication-là, on espère, sera perçue par des gens, par un public quelconque. On espère qu'elle sera perçue totalement. Et le concepteur sonore embarque complètement là-dedans. Lui, il arrive devant le film, puis comment communiquer le film par le son, dans la mise en scène, comment on va amener le film à devenir encore plus une œuvre. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est par les types de sons choisis, c'est comment on met ces sons-là dans l'espace, comment on les met en scène. Et donc, il n'y a pas de limite en soi pour exprimer ça. Et bien entendu, ça peut dépendre des films. Il y a la majorité des films, particulièrement au Québec, on a décidé d'apporter une touche très réaliste dans notre cinéma qui vient beaucoup du documentaire dans notre culture. Mais dans toutes les cultures, le cinéma est surtout utilisé comme un langage où on veut représenter une réalité. On peut la déformer, cette réalité-là. Mais à la base, c'est ça. Après ça, il y a tout un cinéma qui n'est pas là-dedans du tout, qui est beaucoup plus poétique ou peut-être plus imaginatif. Mais le concepteur sonore est vraiment quelqu'un qui essaie, par son médium, le son, d'apporter un langage au film. Puis quelle a été, toi, ton arrivée dans ce monde-là? Est-ce que c'était quelque chose que tu rêvais jeune, d'une fascination pour le son et le cinéma à la fois?
C'est-à-dire que les premiers balbutiements de ça que j'ai quand j'étais tout jeune, je devais avoir 4, 5, 6 ans, c'est une attirance réelle pour je dirais la scène et le cinéma. J'étais très attiré par la scène quand j'étais jeune. J'allais voir Casse-Noisette à la Place des Arts à Montréal, puis ma mère me raconte que j'étais debout sur mon siège, puis je ne m'assoyais pas. Puis on allait voir Casse-Noisette à chaque Noël, là, c'était la petite tradition. Et derrière ça, mon grand-père était musicien, donc il y avait les effluves de la musique. Mes grands-parents étaient agents de voyage aussi, ils filmaient leurs voyages, donc ils présentaient les films dans les années 60, 70. Je voyais des films qui, des fois, dataient des années 50 dans le salon à la campagne avec le projecteur qui tourne. On voyait des films en 16 mm, Super 8, très mal tournés. C'était un mauvais caméraman, mon grand-père, mais on voyait des trucs. Puis, il y avait ça, il y avait l'attirance, tout ça était mélangé. Musique, cinéma, scène était pour moi très présente dans mon psyché sans m'en rendre compte. Puis j'aimais beaucoup aller au cinéma Outremont. J'ai grandi à Outremont, Montréal. Puis Outremont avait une salle de cinéma qui a beaucoup marqué la cinéphilie à Montréal, qui était une magnifique salle qui était d'ailleurs gérée par Roland Smith, qui est toujours actif sur Facebook, un grand monsieur de la distribution de salles au Québec. Et c'était tout ça mélangé. J'avais vraiment une attirance. Puis aussi, c'était l'époque où mes frères, entre autres, on achetait des bandes sonores de films en vinyle. Donc, OK. les films. Et dans les bandes sonores, il n'y avait pas juste la musique, mais il y avait des parties du film en dialogue. Donc, des fois, tu avais un vinyle où tu entendais une partie du film. Donc, j'avais déjà une espèce de choc entre le cinéma existant, mais le cinéma sur vinyle. Bien avant, il n'y avait pas des VHS à la maison. Donc, j'étais comme happé par ça. Puis je me rappelle j'étais un gros tripeux de ça. Donc, il y avait un mélange, c'est ça, j'ai envie de dire, théâtre, cinéma, musique, qui les trois étaient brassés beaucoup dans ma tête. Je jouais souvent dans des pièces très jeunes à l'école. À 18 ans, j'avais joué dans 5-6 pièces de théâtre. Puis c'était tout ça, puis c'était mélangé. Il y avait pas c'était un grand monde qui me touchait, qui m'influençait. Puis à un moment donné, c'était un peu comme c'est monté, 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 monté. Puis là, à 18-19 ans, je savais que je voulais être en cinéma. Donc, je m'en allais étudier là-dedans. Puis là-dedans, j'étais arrivé au cégep. Je faisais un deck en lettres et com à Brébeuf. Puis là, il y a eu des clashs. C'était le son. C'était à l'intérieur du cinéma. C'était le son qui allait être mon véhicule. OK. J'avais compris que je voulais pas être réalisateur. Je pense que je voulais faire des films. J'en ai fait des petits cours. D'ailleurs, je suis en train de... Ça fait des années, mais je suis en train de finir un documentaire que je réalise. Donc, tout ça, je pense que quand tu veux être en cinéma, tu veux être cinéaste et tu veux être réalisateur. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, ça ne veut pas dire que tu as envie de le faire, mais tu as des idées. Et tu peux pas... Moi, je pense que si tu n'as jamais de scénario de film dans ta tête, tu ne veux pas vraiment être en cinéma. Donc, même un distributeur, un perchman, une coiffeuse, une script, dans ta tête, si tu n'as pas de scénario de film que tu veux faire, il y a quelque chose il faut que tu aies ça parce que c'est la vraie passion, c'est le langage absolu final. Là, c'est ce qui va être à l'écran. C'est pas nécessairement ton métier. Donc, alors, puis, c'est ça. J'ai toujours été très... j'ai toujours des scénarios dans ma tête que je ferai jamais, là, mais ça me nourrit beaucoup, beaucoup. Ça nourrit l'imaginaire. Et c'est ça. Donc, mais c'était vraiment au cégep qu'il y a eu vraiment, vraiment le passage entre OK, c'est vraiment le son. Puis là, au cégep, là, je suis rentré là-dedans. Puis là, ça venait chercher aussi mes aptitudes musicales que j'avais. Puis là, j'ai vraiment vu un langage qui s'est ouvert devant moi. Puis j'ai fait wow, c'est vraiment flyé. Puis en plus, je me suis rendu compte, j'avais la prétention que ce que je voulais faire n'existait pas. Alors ça, c'est très prétentieux, mais c'est tout un, excuse-moi de l'expression, ça te pousse dans le cul. C'est-à-dire que tu as quelque chose qui te pousse en avant,
puis dire, waouh, il y a quelque chose qui n'existe pas, puis j'ai envie de le faire. Là. Est-ce que je le fais? Ça, c'est une autre histoire, là. Mais c'est cool comme énergie, tu sais, c'est cool comme de savoir que, waouh, il y a comme un langage qui n'existe pas, puis c'est peut-être que tu vas le faire, tu sais, mais voilà. Donc, à cette étape-là de ta vie, tu sais que tu veux faire ça. C'est quoi le chemin à prendre? Parce que j'imagine, enseigner le son, ça ne doit pas courir à tous les rues là, dans les universités. Donc, en termes d'études ou d'expérience, c'est ça. comment Après ça, tu c'est t'approches ça? que j'ai vu que la on était là, je suis au cégep, je termine mon cégep. Moi, je suis parti 1 an en Europe, donc j'ai fini mon cégep en mai 89. J'ai 21 ans. J'ai comme 2 ans de plus que les autres. Là. J'étais parti en Europe pendant longtemps, puis j'avais fait toutes sortes d'affaires. Puis en 89, il y avait des écoles de son à Montréal comme très basses. Musique technique, est-ce qu'ils existaient? Je ne sais pas. Puis dans les universités, mais tu n'apprends pas ça beaucoup, beaucoup. Puis moi, j'avais envie aussi de me cultiver autrement. Je voulais élargir ma culture, ma psyché, j'ai envie de dire. Puis j'ai fait des études en anthropologie parce que ça m'intéressait au bout. Puis parallèlement à ça, j'ai dit, ben, je vais apprendre le son où je peux l'apprendre. Puis ça a été sur les plateaux, comme on dit, sur le tas, comme on disait. Alors, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. J'encourage beaucoup les gens à faire des écoles. Heureusement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et après ça, ben, de fil en aiguille, je dis, OK, il faut que j'aille dans un vrai studio. Puis là, je suis arrivé à 23 ans. Je suis arrivé chez Studio Modulation à Montréal, qui était le plus gros studio de post-production sonore au Québec. Il venait de faire... je suis arrivé et j'ai fait un stage sur un film de Denis Arcand. Donc, ça commence bien. C'est du gros stock. T'sais. Donc, Love and Human Remains, qui était son film en anglais. Puis, c'est parti de là. Puis là, je suis rentré avec comme les gros professionnels. Puis, j'ai appris là-dessus. Mais rétrospectivement, j'aurais fait plus d'études. Ça m'aurait... Il y a du rattrapage à faire après. Les études, c'est fantastique. Aujourd'hui, ben, le cégep de Drummondville donne un cours. À Jonquière, à Chicoutimi, ils sont beaucoup élevés leur deck aussi là-bas. Puis il y a bien sûr très basses musique technique, mais vraiment pour le son, le cégep de Drummond, là, c'est vraiment top. Là. C'est bien situé géographiquement, là, tout le monde peut y aller. Puis c'est le fun, c'est vraiment dédié à ça. Ils sont bien, bien équipés. Alors, aujourd'hui, j'irai à Drummond. Là, c'est ça. Il y a des jeunes qui me parlent à la Drummond. Vous allez. Alors, c'est ça. Puis de là, ben, tu apprends les rudiments du métier, et les collègues après que tu rencontres, ben, eux, entre nous, on continue toujours encore un matin, j'étais en train dans la cuisine, en train de jaser d'un logiciel qui fait telle affaire que je connaissais pas. Ah oui, tu apprends tout le temps. Comme on dit en anglais, c'est une never-ending story, là, l'éducation, la pédagogie. Je me demandais, on se demandait en fait aussi, je pense que c'est ça ton premier contrat de conception sonore, c'est arrivé sur Zigrail d'André Turpin. C'était-tu angoissant, ça? Non, pas du tout, parce que c'est angoissant, oui, parce que c'est le début. Mais André, c'était mon grand chum. En fait, il faut prononcer Zigrail en passant, mais c'est pas très important. Mais ce film-là, c'est un film qu'on a fait vraiment ensemble. C'est vraiment un film entre amis. Et donc, c'était très simple. C'était une ultra petite équipe. Un film en noir et blanc, assez expérimental, qui était vraiment un projet d'amis. Puis André était pas mal, à l'époque, vraiment le jeune cinéaste en devenir au Québec. Là, il était sur toutes les lèvres, là, si tu veux, de la réalité du cinéma au Québec. Là, au début des années 90, c'est vraiment André qui est comme qui était comme la jeune grande recrue. Donc, que le film soit financé, ça apparaissait possible. À l'époque, on avait eu un financement de 400 000 pour un film en 93, 94 de ce type-là. C'est beaucoup, là.
On était, au total, on était 7 sur l'équipe, là. Tournage, post-production, c'était fou, là. On n'était personne, là. Alors, ça a été un film, pour moi, ça a été une immense entrée dans l'univers. Parce que pas longtemps avant, je me disais, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Quand on a fait Zégraille, c'était un film complètement expérimental quelque part. Puis j'ai vraiment pu explorer très, très vite des choses vraiment comme un artiste peut explorer. Je n'étais pas dans un rapport un peu technicien, comme j'avais appris d'ailleurs quand j'étais chez Modulation en 93, le studio où j'ai fait le film de Denis Arcand. Je réalisais que le son, ça pouvait vraiment être un travail d'usine, là, c'est-à-dire mets un son de voiture, mets un son de porte, ça peut être très, très terre à terre. J'étais très en révolte aussi quand j'étais dans ces studios-là, face à l'approche très peu artistique. Je critiquais beaucoup, beaucoup mon domaine. Voilà. Je critiquais le fait que avant, mais je reviens à ce que je disais tantôt, c'est qu'avant de faire un métier en cinéma, est-ce que tu es cinéphile? Est-ce que tu as de la culture? Est-ce que tu es intéressé par le cinéma en soi? Et moi, je pense que c'est un problème important. Il y a des choses bien plus graves dans la vie, là. Mais c'est un problème important dans le grand monde du cinéma et de la télévision. C'est que beaucoup de gens sont là avant tout pour gagner leur vie, pratiquer un métier, avoir une vie sociale. Mais l'œuvre comme telle est très secondaire. Je fais une aparté avec ça parce qu'en 92, j'avais fait un stage sur la série télé Scoop. Je ne sais pas si ça vous rappelle. J'étais jeune un peu, mais je sais ce que c'est. Avec Macha Grenon et Roy Dupuis. C'est une série qui a beaucoup marqué la télé au Québec. Il y a eu, je pense, 5 saisons, je me trompe-tu? C'est une grosse série, là, Scoop, sur le monde journalistique. D'ailleurs, Fabienne Larouche, qui était dans ses premières armes de scénariste, avec Régent Tremblay. Puis moi, j'étais sur le plateau de Scoop pendant tout un été. Puis j'ai été dégoûté. J'ai été scandalisé par le comportement de l'équipe de tournage qui n'en avait rien à foutre d'être là. Okay. Ils étaient là pour gagner leur vie, espérer qu'on allait en temps double pour faire plus de cash. Ils parlaient de leur REER, de leur char, de leur chalet. Ils n'en avaient rien à foutre de ce qui tournait. Ils ne connaissaient pas le scénario. Ça ne les intéressait pas. Puis moi, j'avais 22 ans, 23 ans, puis j'étais horrifié. Moi, je me sentais comme un cinéphile, comme un amateur de films d'auteur. Pour moi, c'était de l'art et tout ça. Puis j'étais tombé dans le monde industriel. Là. J'étais vraiment énervé. Ça m'a vraiment fait chier. Donc, très vite, quand Zégraille est arrivé avec André, nous, on était à l'opposé de ça. Puis avec Sophie Leblond aussi, on était les trois beaucoup. Sophie Monteuse, qui a super marqué le cinéma d'aujourd'hui. Elle a une grande vie de monteuse. André, bien sûr, pas besoin de présentation. Puis derrière ça, il y avait les producteurs Jeux d'ombre qui sont devenus Emma Film aujourd'hui, Andrew Noble, Anne-Marie Gélina. Puis, enfin. Donc, Zégraille, c'était comme c'était une porte de liberté totale. Après ça, est-ce que le film est bon? On verra. Là. Maintenant, il est sur Éléphant. Il est disponible par Éléphant. Donc, il a été numérisé récemment. Alors, c'était comme une entrée, la plus belle entrée possible par Zégraille. Elle a existé parce que moi, je suis arrivé là en disant, avec beaucoup, beaucoup de modestie dans ma tête, mais je suis arrivé en disant, moi, je veux être un artiste, je ne veux pas être un technicien. Je veux pas être J'ai beaucoup de respect pour les techniciens. Je vais recommencer. J'ai arrivé en disant, je vais être un artiste, mais je ne veux pas être un fonctionnaire du cinéma. C'est vraiment la création qui... C'est ça. Puis d'ailleurs, je fais un aparté puisque j'ai énormément de respect pour être le terme technicien. Je le suis en partie, je n'ai pas le choix. Mais les vrais techniciens, je les côtoie tous les jours. Sans les techniciens, je n'existe pas. Donc, pour faire une histoire qui n'est pas très écologique, je suis comme un pilote automobile, puis le technicien, c'est le mécanicien. Donc, un pilote automobile sans mécanicien, son char, il ne va rien se passer. Ça fait que... voilà, tout ça pour dire que moi, j'arrivais, je voulais dire je suis un artiste. Et je continue à apprendre ce que je fais comme ça. J'essaie de faire de l'art. C'est ça. J'arrive pas toujours. Est-ce que tu peux nous parler comment se passent, dans le fond, les collaborations avec les réalisateurs? Quand tu choisis un projet, comment tout ça se déroule?
Ben, les réals, c'est tout, hein. Je veux dire, c'est l'artiste. L'artiste, d'ailleurs, c'est le réal. C'est-à-dire que dans l'absolu, la définition d'un artiste, quand tu parles au Conseil des arts québécois ou Ottawa, Québec ou Ottawa, c'est la même chose. C'est-à-dire, l'artiste, c'est lui qui met le projet. S'il y a un seul artiste sur un film, c'est le réalisateur, la réalisatrice. C'est tout. La relation, elle doit être totale dans ce que tu as à faire. C'est une relation qui doit... Moi, je ne peux pas travailler sans qu'il y ait une amitié. C'est impossible que le réalisateur, la réalisatrice, je ne développe pas une amitié, même si c'est une amitié qui va durer le temps du projet. S'il n'y a pas de rapport à l'amitié, je ne vais pas être bon. C'est sûr et certain. Puis ça arrive, c'est rare, mais ça arrive que l'amitié ne passe pas. Puis j'ai de la difficulté à ce que ça soit bien. Mais les réals, c'est pareil. Les réalisateurs, réalisatrices, ils veulent tout un rapport à l'amitié. Je les vois aller, puis c'est ça leur plus gros buzz. J'ai plein d'amis dans la vie qui sont réalisateurs, réalisatrices, qui sont proches de moi, mais toutes les autres, on est des chums, même si on ne s'est pas parlé depuis des années. Ça ne peut pas passer autrement que par une camaraderie qui est fortement présente, puis voilà. Donc, à la base, c'est ça. C'est ça. La relation, ben, moi, il faut que les réalisateurs, les réalisatrices, excusez, il faut que je les saisisse complètement par leur... Il faut d'abord que je saisisse vraiment l'œuvre. L'œuvre qu'ils sont en train de faire n'est pas nécessairement ce qu'ils sont aussi. Puis l'œuvre qu'ils sont en train de faire n'est pas nécessairement toujours ce qu'ils veulent faire. Le film dépasse parfois le réalisateur, la réalisatrice. Ils ont voulu faire quelque chose d'absolu, mais à un moment donné, ils ont ce qu'ils ont devant eux. T'sais, ils ont voulu mettre en scène quelque chose. Ça ne s'est pas exactement passé comme ils voulaient, mais c'est ça qu'on a. Donc, c'est à la fois de dire, le réalisateur et la réalisatrice arrivent autant en disant, voilà qui je suis, mais ce qui je suis là, je ne le contrôle pas toujours, c'est pas toujours exactement. Donc, c'est de saisir à la fois cette magnifique ligne qui existe entre, finalement, le réalisateur, la réalisatrice et l'œuvre et tout ça, puis de m'en dire, c'est un peu d'arriver, puis de regarder le film, de dire, je pense que le film a besoin de ça à ce moment-là. C'est d'abord s'adresser au film avant de parler au réalisateur et à la réalisatrice, mais ils sont dans les deux cas, c'est les capitaines de bateau, il faut bien les saisir, bien les écouter, les respecter, évidemment, c'est la moindre des choses. C'est être avec eux, c'est pour eux. Donc, des fois, dans un côté très terre à terre, il y a aussi un rapport client. C'est-à-dire que moi, je suis comme j'offre un service. Eux, c'est des clients. Ça, c'est le côté un peu plate, mais qui est correct de le penser aussi. À la fin, quand tu arrives dans une boulangerie et tu t'achètes une baguette, ben le boulanger te vend ta baguette puis il espère que tu vas l'aimer. Puis c'est ça la relation aussi. Donc, il y a un côté de tout ça qui est correct à avoir. Puis de l'autre bord, ben non, on est des chums, on fait un film. Là, on n'a pas de relation commerciale, mais il y en a des fois que tu es plus proche. Il y a des réalisateurs il y a des gens que... André m'appelle pour faire un film, André Turpin, ben j'en ai des chums, là. Des chums depuis 30 ans, tu sais. Mais il y a des gens qu'on connaît moins. Là. Moi, je fais beaucoup de films. J'ai fait peut-être... je ne sais plus où je suis rendu, là, mais je dépasse les 150 projets sûrement. Alors, il n'y a pas du monde à qui on se parle tout le temps, là, mais c'est ça. Mais c'est vraiment l'amitié fondamentale. Vraiment, 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 vraiment. Ben, c'est ce qui explique, j'imagine, des collaborations iconiques là, dans tout le monde du cinéma, là, autant dans ta filmographie qu'à Hollywood ou quoi que ce soit, j'imagine. Là, Oui, ben c'est la même affaire pour tout le monde, là, mais tout le monde est dans le même bateau. Là. Je veux dire, les grosses stars là, qui font des millions, des grandes vedettes depuis toujours, là, ils vont avoir un rapport d'amitié au bout là, dans leur projet. Surtout quand tu vois des réalisateurs et des acteurs, par exemple, qui travaillent régulièrement ensemble. C'est évident. Je revoyais pas longtemps Erin Brockovich là, de Soderbergh avec Julia Roberts. Puis c'est le genre de film où Julia Roberts, elle est loud, là, elle est vulgaire, elle est super. Tout le long du film, elle cache.
sais, c'est évident que sur le plateau de tournage, ils ont, elle et Soderbergh ont dû rentrer dans un mode là, j'imagine, de symbiose. D'ailleurs, ils ont fait des films ensemble. Donc, s'ils ont fait des films ensemble, c'est qu'ils s'entendent bien parce que, donc c'est ça, c'est vraiment des familles. Il y a vraiment un trip de gang. Un tournage, c'est un trip de gang. Un film, c'est un trip de gang. Puis moi, j'ai fait quand même pas mal de plateaux. À un moment donné, j'ai arrêté de faire la prise de son. J'ai fait prise de son et montage en parallèle au début de ma carrière. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que je trouvais que le montage sonore était plus créatif, mais je m'ennuie beaucoup de la gang du plateau. Un plateau, c'est une famille. Ça, tout le monde va parler d'un plateau de tournage comme un truc familial, là, surtout quand tu te lèves à 4 heures du matin dans le fret. Il faut que tu t'aimes. Là. Donc, tu sais, alors, c'est vraiment ça. Et c'est de là que naissent. Est-ce que le film va être meilleur si c'est vraiment un gros trip de gang? Sûrement. Mais il faut quand même qu'il y ait autre chose. Là. Ouais. Voilà. Et justement, à quel moment interviens-tu dans le processus? Alors, tu parles que tu n'es plus nécessairement sur le tournage physique, mais est-ce que déjà, au début de la production, tu es embauché, puis tu as déjà une direction, tu as une certaine idée de la direction que le projet va prendre, ou c'est vraiment à la fin du tournage, c'est là que tu arrives dans le portrait? Non, c'est sûr que je m'implique dès que je peux. C'est-à-dire que cette implication-là va être idéalement au scénario. Donc, je vais lire les scénarios avant les tournages. Ça, c'est vraiment le fun parce que tu prends conscience du film. Donc là, je vais déjà travailler avec le preneur de son. On va réfléchir à des façons de tourner, des façons de faire les prises de son, des façons d'enregistrer qui vont permettre une compréhension plus forte du film. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va être... Le langage va naître à ce moment-là, beaucoup. Déjà, la réflexion autour du scénario, la réflexion autour de la matière à travailler. Et déjà, je vais avoir des inputs. Donc, on est avant le tournage. Quand le tournage arrive, on va pouvoir jaser ensemble et tout et tout. Et moi, j'apparais vraiment au retour du tournage quand la post-production commence. On commence avec le montage d'image où j'envoie des sons. Je vais donner des sons monteur-image déjà. Et la réflexion se poursuit. Et là, après le montage d'image, là, j'embarque. Là, c'est vraiment la période du son. Mais tout ça, c'est en amont, ça a commencé beaucoup plus tôt. Des fois, on m'appelle, puis les projets sont déjà tournés. Des fois, on m'appelle, puis le montage est déjà terminé. Ça se passe autrement. Il y a toutes sortes de façons, mais c'est sûr que plus je connais, donc je reviens à ça, plus j'ai d'amitié avec la réalisatrice ou avec la maison de production, plus je commence tôt. Donc, ça se passe toujours. Il y a des projets, je le sais, 1 an d'avance, des fois 2 ans d'avance. Donc là, j'ai les scénarios. C'est complètement différent. C'est bien le fun là, quand ça commence tôt. Là. Tu t'imprègnes, là, c'est vraiment agréable. J'ai une question un peu plus technique, mais sur un scénario, est-ce qu'il y a des notes par rapport au son, des fois, ou c'est plus blanc à ce niveau-là? Alors, c'est très limité. Je dirais les notes autour du scénario, mais du son, mais il y en a quand même. Les réalisateurs vont absolument avoir ce genre de notes-là, mais c'est beaucoup plus limité que si on était à... C'est-à-dire à ce qu'on pourrait s'attendre, là, dans le sens que les notes vont pas être aussi détaillées qu'on pourrait imaginer, mais il y en a, oui, il y en a quand même pas mal, des intentions artistiques. Et je dirais de plus en plus, le son est vraiment... Il y a une grosse différence entre aujourd'hui puis quand j'ai commencé. Le son devient vraiment plus un langage pour tout le monde en cinéma. C'est une grande victoire, entre guillemets, du monde sonore parce que le son est vraiment évolué énormément. Quand j'ai commencé, il n'y avait rien il n'y avait aucune réflexion sur le son. Il n'y avait même pas de littérature. Je me vois encore en 89, 90. J'ai toujours aimé beaucoup aller en Europe. Puis dès que j'avais du cash, j'allais en Europe. Puis je me vois à Paris, chez Gilbert Jeune, à Saint-Michel, puis dans les bonnes librairies francophones de la planète, chercher des bouquins sur le son. Puis il n'y avait presque rien. J'allais dans des bibliothèques de librairies de cinéma, puis on ne parlait pas de son. On ne parlait pas de tout ça. Donc,
30 ans plus tard, il y a eu une grosse évolution. Et donc, pour revenir à ta question, il y a de plus en plus de notes de scénario où où on sent que dans le scénario, il faut parler déjà du son à venir. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un des tournages que tu as trouvé peut-être le plus difficile à faire, qui a posé le plus de défis, mettons? Ben alors, les tournages, comme je t'ai dit, moi, en tournage, j'ai pas une grosse carrière parce que j'ai vraiment été un monteur son, concepteur sonore. C'est vraiment mon métier. Mais pour venir au tournage, Ça peut être en post-production aussi, là, oui, c'est ça. Oui, je te dirais que je serais plus facile de répondre en post-production. J'ai beaucoup, beaucoup plus d'exemples. Les tournages, j'en ai peut-être fait 10 au total, là. Mais en post-production, c'est quand même Arrival le plus dur, là. C'est quand même Arrival parce que là, on est dans une sphère à l'américaine avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus de pression. Pression parce que c'est de l'argent privé. C'est pas pareil. L'argent Tu vois privé. la différence. Hein? Aïe, 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 ici, c'est de l'argent public. Les producteurs, c'est pas leur argent, là. Faut comprendre, là. L'argent vient des paliers gouvernementaux. Il y a très peu d'argent privé au Canada. Il y en a, mais sur des grosses productions, des grosses séries télé, si tu as de l'argent qui vient de... Voilà, c'est autre chose, mais l'argent privé aux États-Unis, ça paraît. Le gars, il t'appelle, la fille, elle t'appelle, puis c'est son cash. Puis il te parle au téléphone, là. Donc, eux autres, ils débarquent, puis ils veulent telle affaire. Il faut que ça se passe comme ça. Donc, il y a aussi le combat avec le réalisateur qui, lui, veut faire son film à l'intérieur de l'argent privé. Alors, c'est beaucoup de pression. Arrival, c'était beaucoup de pression. C'était beaucoup de temps. C'était fascinant. C'était enivrant. C'était un grand moment, une grande magie qui s'est produite, qui s'est poursuivie après avec les Oscars et tout ça, mais c'était vraiment épuisant, là. Mon collègue Bernard Strobel, qui est mon grand chum de son, à qui je dois tout, il est sorti de là. Lui, c'était le burn-out, quasiment. Ah ouais, ok. Donc, ouais, mais c'était bien le fun. Genre, je pourrais recommencer demain matin. Peut-être pas demain matin, peut-être après-demain, je me parle, mais c'est-à-dire un moment magique, inoubliable et je ne suis pas sûr que ça va se reproduire de cette façon-là. Mais justement, je réécoutais avant notre entretien ton entrevue à Tout le monde en parle, qui était comme une semaine après avoir gagné l'Oscar pour Arrival. Puis Guilla te demandait si ça avait changé quelque chose. Puis tu dis, il est trop tôt pour savoir, mais 5 ans plus tard, est-ce que tu crois que ça a eu une incidence sur ta carrière ou les propositions que tu as reçues? Ben, le plus gros changement qui a eu lieu, c'est carrément ici. C'est-à-dire que il y a une plus grosse demande de la part pour moi du milieu québécois. Avant, j'avais ma place, ça se passait bien, il n'y avait pas de stress, mais la demande a été vraiment plus forte. Il y a eu des offres qui sont arrivées de la part des États-Unis, mais ça n'a pas du tout abouti comme on aurait pu penser parce que, en gros, la post-production sonore, ça se passe vraiment avec des équipes à cette échelle-là. Puis le cinéma hollywoodien est vraiment plus intéressé à rester dans l'Ouest américain, particulièrement à Los Angeles, particulièrement en Californie, particulièrement au soleil pour faire le son. Ils n'ont pas le goût de venir dans l'hiver québécois ou c'est ça. Donc, le plus gros refrain, je pense, c'est ça. Aussi, ils ont quand même une expertise. Arrival, ça s'est bien passé, mais si j'avais eu un film de guerre à faire, comme la même année, il y avait Hacksaw Ridge ou des trucs comme ça, on a quand même des croûtes à manger un peu. On peut le faire, mais ça va monopoliser beaucoup de notre capacité dans la ville, là. On peut le faire, mais c'est du gros stock, là, faire ces films-là. Mais les offres ne sont pas arrivées comme on aurait pu penser autant, mais elles existent dans le sens que là, je vais faire un autre film américain cette année. Je fais des choses. Je pense que l'impact, il aurait fallu que je déménage à Hollywood. Ouais, okay. Si j'avais déménagé à Hollywood, encore là, je ne sais pas ce qui serait passé, mais oui, il aurait pu y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mais je suis très heureux de comment les choses se sont passées. Puis je suis très... voilà, je ne suis pas...
Pas J'ai amer. pas du tout amer. Par exemple, j'ai pas refait les autres films de Denis par la suite, c'est-à-dire Blade Runner et Dune, parce que Denis voulait vraiment faire ça en Californie, avec les installations qu'il y a là-bas qui sont énormes, puis il est bien là-bas, puis il est heureux dans ce modèle-là. Puis ils ont une expertise. Ils travaillent dans des environnements technologiques qu'on n'a pas. Ils ont des studios gigantesques, ils ont des équipes gigantesques. C'est eux, sur la planète, qui ont créé ce cinéma-là, qui est le cinéma énorme que Hollywood a fait. Ça ne se refait pas ailleurs. Il n'y a aucun pays qui fait ça. Il y a la France qui a fait des films un peu, des fois comme ça. Mais ça n'existe pas, là. Par exemple, il y a un film qui a assez bien marché sur Netflix, là, The Forgiven Battle. Comment ça s'appelle? Le film sur la bataille de l'Escaut durant la Deuxième Guerre mondiale, là. L'Escaut, qui est le passage entre la Belgique et les Pays-Bas, qui est un film donc néerlandais avec toutes les capacités du film de guerre, mais c'est assurément des Américains qui ont produit ça, là. C'est un film Netflix, mais le film est néerlandophone, là. On écoute le film, puis c'est une production... c'est un peu comme Jusqu'au déclin de Patrice Laliberté ici au Québec, qui a été sur Netflix, ou Roman de Quaron. Netflix produit des films dans des espaces là, différents des États-Unis, ce qui est fantastique, ce qui est merveilleux. Là-dessus, il faut remercier Netflix. Mais c'est de l'argent américain, là. Il y a sûrement des expertises hollywoodiennes là-dedans. Alors, ça pourrait nous... Jusqu'au déclin de Patrice Laliberté est un film qui aurait été difficile à financer juste au Québec, là. Mais voilà, tout ça pour dire, là, je me suis un petit peu éloigné de la question, Il n'y a pas de problème. mais tout ça pour dire que moi, je suis très heureux de ma situation professionnelle. L'Oscar, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. La chose que je préfère, en fait, je vais vous dire franchement, c'est que depuis les Oscars, c'est que je donne des conférences et des cours autour du son dans différentes écoles. Et j'adore ça. J'adore enseigner tout ça, puis j'adore parler de ça, puis je crois beaucoup à ça aussi, tu sais, je crois beaucoup à l'art. Je pense que l'art est fondamental, absolument fondamental. Je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de place à l'art en général dans les écoles. Je pensais à ça d'ailleurs ce matin même. J'étais dans mon auto, j'allais conduire ma fille qui est un petit peu malade aujourd'hui. J'allais conduire en auto, puis à l'école. Puis je pensais à ça comme comment l'art devrait être plus présent au primaire pour au secondaire. Je pense qu'on aurait une société qui en gagnerait beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est une grave erreur qu'au niveau éducationnel, là, l'art ne soit pas plus présent. Si j'étais ministre de l'Éducation, c'est vraiment quelque chose que je pousserais, assurément au détriment de d'autres matières, mais je ne comprends pas qu'on ne donne pas plus de place à l'art. Je pense qu'on aurait une société plus calme, je pense. C'est bien dit. Ouais, sans omettre les apports à la créativité aussi que ça donne et tout. Fait que, c'est ça, on pourrait avoir une grande discussion. C'est quoi l'art? Qu'est-ce que ça nous apporte? Puis pas besoin d'être artiste, hein? Ça, c'est n'importe quoi, là. C'est pas ça. C'est que l'art fasse partie de nos vies. Oui, qu'il soit exposé. S'exposer et nous-mêmes vivre une vie d'artiste pour nous. Pas être artiste officiel, là. Pas besoin de gagner sa vie. Et, tu sais, par exemple, il y a des gens, des fois, tu vas voir, ils vont peindre chez eux tout seuls, ils vont faire des dessins, ils vont faire des petites tounes, ils vont faire des petits films avec leur téléphone. C'est extraordinaire. Pas besoin de montrer ça à personne. Déjà, tu peux le montrer à tes amis, mais ou même de vivre juste intérieurement ce que ça t'apporte sur les réflexions sur le monde, sur la créativité. Là. Je t'ai coupé la parole, mais tu parlais de créativité. Complètement, en tout cas. C'est une longue discussion, mais je trouve qu'on devrait... C'est un débat de société. Aujourd'hui, on est tellement... on a un monde tellement intense, là. On vit une époque tellement chargée que je pense qu'on bénéficierait de se rapprocher de tout ça. Je pense que ça serait rassembleur des fois. En ce moment, on est très polarisé. On vit une crise... très, très, les États-Unis sont très polarisés. Même chez nous, on sent le COVID apporte des tensions étonnantes sur ça aussi. Là. C'est pas une période, c'est une période où on est facilement polarisé. J'ai l'impression naïvement que l'art pourrait être un moteur pour se rassembler. Mais en fait, voilà. T'aurais bon vote.
Moi, juste revenir à la soirée des Oscars. Écoute, parce que Jean-François et moi, je pense beaucoup de monde, on est fascinés par ça. On écoute la soirée. Écoute, il y a tellement d'extravagance. On entend toutes sortes d'histoires. Peux-tu nous donner un potin ou deux sur ton expérience de la soirée des Oscars? Comment tu as vécu ça? Ah mon Dieu, c'était un moment tellement fou. Du début à la fin, c'était une expérience, même toute la semaine, là, parce que j'étais arrivé, j'étais là comme 10 jours, puis il y avait les Oscars, mais il y avait aussi il y avait une soirée beaucoup moins glamour qui s'appelle le Motion Picture Sound Editor, MPSC, qui était juste là, les genres de son dans lesquels on était nominés. On n'a pas gagné, mais on était nominés, donc c'était une semaine avant. Mais ça a été une semaine complètement folle. Il s'est passé comme plein d'événements incroyables. Il y en a eu de toutes sortes. Je ferai attention aux potins. Si j'avais des potins trop, je ne le dirais pas. C'est pas mon genre de raconter des trucs, mais il y a des affaires à raconter. Il y a tellement de choses à raconter pour le meilleur et pour le pire, là, mais il y a une affaire drôle que je pourrais raconter. Que je trouve assez charmante, mais c'est qu'au moment de... Quand ils ont annoncé mon nom dans la salle, moi, j'étais placé assez en arrière. Les gens, on est tous ensemble, les gens des catégories. J'étais placé en arrière. Puis quand ils ont annoncé mon nom, évidemment, tu as un moment là, complètement pété. Là. Tu fais tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, là, tu sais. Puis là, je me lève, je suis c'est comme si je venais de prendre 2 caisses de bière en une seconde. Là. Je suis comme OK, avec un coup de batte de baseball en même temps. Là. Puis là, je rentre dans l'allée, puis je me dirige vers le stage, puis je suis comme désemparé. Je dis, je peux pas. Tu sais, t'es comme un stress de fou. Je vais pas aller parler devant ce monde-là. Là. C'est pas vrai, là, tout seul, tu sais. En plus, j'étais tout seul nominé. On aurait pu être d'autres noms. Là. C'est une autre histoire. Là, pourquoi j'étais le seul nominé. Puis là, au bout de l'allée qui descend, donc tout le monde me fait dos. Puis tout le monde s'en fout un peu, là. Tu sais, la vérité, là, le son s'en fout. Puis encore plus quand c'est pas un nom américain. C'est qui ce Sylvain Belmore, là? C'est comme, on s'en fout pas mal, là, tu sais. C'est comme le show must go on. Là. Il y en a 26 prix dans la soirée, puis voilà. Et là, je descends l'allée, puis tout le monde me fait dos. Et là, il y a une personne en avant, probablement la première rangée, qui me regarde dans les yeux avec le pouce en l'air. Mais je le vois pas encore. Puis normalement, je devrais avoir des lunettes, moi, dans la vie, mais ma vue est pas assez faible pour que j'aie besoin de lunettes. Mais en vérité, si j'avais des lunettes, je verrais mieux plus loin, tu sais. Puis là, j'avance, puis là, pendant un moment, c'est mon focus. Je vois cette personne-là qui est clairement sympathique à ma cause, moi qui est complètement désemparé, puis ça devient mon repère. Puis là, je marche, puis c'est lui ma bouée dans l'océan, là, tu sais. Puis je m'avance, puis c'est qui? C'est Ryan Gosling. C'est fou! Qui a là le pouce en l'air, puis Ryan Gosling, ça va très, 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 très vite dans ma tête. Il est canadien. Ouais. Il vient de faire Blade Runner avec Denis. Ah, Il vient de tourner. De Blade Runner, pas fait. Puis là, quand il a le pouce en l'air, c'est pour tout ça en même temps. C'est Hey guy, I'm a Canadian, whatever, tu peux penser de ça. Mais pendant un petit moment, on a ça. Puis il y a Denis, puis il est là. Puis je m'approche de lui, puis là, le pouce se transforme en main. Puis c'est une première personne qui me félicite, c'est Ryan Gosling, puis je fais un shake hand avant de monter sur le stage. Puis ça, malheureusement, les caméras l'ont pas vu si tu vois que j'ai fait la caméra coupe, tu vois qu'il s'est passé quelque chose, mais tu peux pas comprendre. Puis ça, je l'ai jamais revu, Gosling. Après ça, dans la soirée, à un moment donné, je l'ai vu, il parlait à quelqu'un, j'ai eu envie d'aller le voir. Mais Gosling, si un jour je le vois, là, je vais le prendre dans mes bras, puis je vais dire merci, tu m'as sauvé la vie. C'était un moment vraiment magique. Il est arrivé un moment à l'autre bout de tout ça, je dirais que
à la fin de la soirée, il fallait qu'on se dirige vers une cérémonie à un étage supérieur. Puis j'avais voulu faire rentrer du monde avec moi, puis j'avais été dans un bureau avec ma blonde sur le côté pour essayer d'avoir des billets. En tout cas, ça pour dire qu'ils nous ont fait prendre une sortie qui n'était pas une sortie officielle. Puis je me suis retrouvé dans un corridor du Kodak Theater, mais qui ne s'appelle plus le Kodak Theater d'ailleurs. Et là, j'avais mon Oscar en main avec ma blonde, Catherine. Puis là, on arrive devant un gardien de sécurité qui ne sait pas pourquoi on est là et qui se met à nous engueuler. Puis il veut nous foutre à la porte. Puis j'ai mon Oscar dans les mains, puis il n'en a rien à foutre. Il a dit, vous sortez d'ici. Il voulait nous sortir à grands coups de pied dans le cul, là. Puis j'ai mon Oscar dans les mains, puis il veut rien comprendre. Puis là, il y a finalement quelqu'un d'autre de la cérémonie qui arrive, puis il commence quasiment à engueuler le bouncer. En voulant dire, là, c'est un Oscarisé, là. Qu'est-ce que tu... Alors, tu sais, il y avait tout... Il y a eu plein d'affaires de même après ça dans la nuit après, avec les entrevues, avec tous les médias à Montréal. Je suis arrivé à l'hôtel complètement explosé d'endorphine, puis de tout ce que tu veux, d'alcool. Je rentre dans la chambre d'hôtel, il est comme... il est 4-5 heures du matin. J'ai envie d'aller me... Je suis euphorique. Puis là, ça commence, la série d'entrevues avec les médias radio à Montréal. C'était hallucinant. J'en avais comme une aux 15 minutes. Puis j'avais la voix, je parlais de même. Là, tu pognes des entrevues radio. Là, il y en a peut-être encore que tu peux trouver sur le net. C'est tellement drôle, là. Puis là, tu as des morning shows. Là, le monde est super hyper, là. Bonjour, ici, le je sais pas quoi, il est 5 heures du matin, tu sais, les morning shows. Là, t'es là, puis tu connais pas aussi cette culture-là, tu sais. C'est ça aussi, c'est que moi, je suis pas un... Avant ça, personne ne me connaissait, puis là, pendant 2 semaines, le monde m'arrêtait dans la rue, tu sais. C'était comme... Ça a duré à peu près 2 semaines, là. Après ça s'est arrêté, mais il y a eu vraiment... C'est ça, tu te retrouves propulsé, ta première page d'un journal. Tu sais, ce jour-là, tous les médias québécois, ma face était en première page de journaux. Donc là, c'est particulier à vivre, mais tu sais, ça va vite, là, les nouvelles médiatiques, là, tu sais, c'est pas comme une chance, c'est pas une vie agréable, là. Alors, non, il y a eu plein d'affaires. Il y a plein de choses qu'il faut raconter. Une autre chose qu'il faut raconter, puis il faut le dire, qui est quand même un peu triste, c'est que les Oscars, c'est aussi un freak show, hein. C'est-à-dire que tu arrives là, tu vois plein de vedettes que tu connais très, 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 très bien. Puis quand tu te rapproches d'eux, si tu es à 1 mètre, 2 mètres d'eux, tu vois des monstres. C'est-à-dire des gens qui sont trop refaits. Je dirais pas de nom, mais j'ai vu je trouve ça scandaleux de savoir que ces gens-là qui ont tout, qui mettent des millions dans leur visage, que ça donne un résultat dégueulasse. Tu sais, dans notre monde, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, pourquoi tu n'as pas donné ça à une école qui a besoin d'argent, là, tu sais? Donc, de détruire le corps. Alors ça, c'est le côté. Puis, l'autre côté agréable, va quand même dire des choses positives. L'Académie du cinéma américain, quand tu leur parles, dans les discours et tout ça, c'est des gens qui ont vraiment à cœur le cinéma. J'ai été très touché. La différence, en fait, importante entre Hollywood et l'Académie du cinéma. Hollywood, c'est vraiment une machine à faire de l'argent avec des gens intéressants. Il y a des projets intéressants. Mais eux, l'Académie, c'est des artistes. C'est vraiment... Enfin, ce que j'ai vu d'eux, c'est vraiment des gens qui sont qui veulent vraiment une cinématographie. Ils sont pas responsables des prix gagnés parce que c'est des votes. Mais dans leur cœur, j'ai entendu des choses très belles dans leur discours. C'est peut-être juste des discours, mais en tout cas, des choses très... vraiment belles, vraiment. Donc, c'est un grand moment. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Il s'est passé plein de choses. Je pourrais continuer si tu veux, mais tu as peut-être un temps limité. Mais est-ce que je me trompe aussi ou c'était l'année je sais pas si c'était l'Oscar Gate là, qui avait eu l'inversion entre Moonlight puis La La Land, justement. Ouais. Quel truc! Y avait-tu un malaise dans la salle, sûrement? Ou une confusion, assurément? Ben, c'était quasiment une joke, mais c'était terrible. C'était terrible pour les gens. Puis le party après était un peu... il y avait le gros party de Variety après où toutes les vedettes vont. Puis là, j'étais allé à ce party-là. Puis le climat était quand même bizarre parce que c'était quand même difficile pour... c'était
quelle connerie, en fait, parce que derrière tout ça, c'est quand même, tu génères beaucoup de tristesse. En fait, vous allez rire, moi, je trouve que c'est à peu près pareil aux élections municipales quand il y a eu la mairesse de Québec pendant 15 minutes. Je pense que c'est la même chose. Cette fille-là était tellement... Écoute, j'oublie son nom, là. Savard, je pense. Oui, ouais. Marie-Hélène Hein, Savard. mon Dieu, Marie-Jo. c'était un moment Marie-Jo, oui. incroyable de voir. En plus, il y avait plein de femmes élues. C'était comme Ouais, un oui. moment incroyable. Tu sais, on était là, mon Dieu, il y a des femmes partout, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec. Puis là, même moi, ma famille de Québec, on se textait, ah, c'est donc bien cool. Puis là, j'enlève rien au maire actuel, là, j'ai rien contre lui du tout, mais c'est des moments terribles là, à faire vivre. Ça va être tough de se relever de tout ça. Ah, ouais, ouais. Mais bon, après ça, c'est sûr que ça va rester. La gang c'était quoi? Ben, le Moonlight ou. L'autre film, La mon La Dieu. La La Land. Avec Land. Gosling. Ah ouais, avec Gosling, justement. Ben Oui, oui, Ouais, ben c'est ça. Gosling. Il était quand même pas en reste, là. Le film est quand même iconique, puis il y avait eu une Oui, couple le film a je pense, hein, beaucoup ouais. marché. Ils ont gagné Mm. des prix. Puis c'est un film qui va avoir marqué l'histoire du cinéma, assurément, dans ce qu'il a voulu raconter, ça c'est clair. Mais oui, c'était super malaisant. Moi, je pensais que c'était une joke, en fait. Ouais. Je pensais que c'était une mise en scène. Surtout avec Quand Jimmy Kimmel, on ne sait jamais. Là. Ça va pas être Oui, le genre oui, de... non, c'était un moment... C'était super embarrassant aussi parce que c'était Faye Dunaway puis Ben Warren oui. Beatty qui étaient montés. Puis, quelque part, eux autres, ils ont été complètement... tu voyais sur scène, malheureusement, ils n'avaient pas l'air tous là. C'est Ouais. un peu triste à dire. Ils étaient peut-être... eux, ils ont gaffé aussi parce qu'ils auraient pu regarder carrément ce qui était écrit. Puis avant de dire un mot, dire « il y a une erreur, j'ai pas la bonne enveloppe ». Puis personne n'en aurait parlé de ça. On aurait rigolé de ça. Puis personne n'aurait su. Mm. Mais eux il y avait aussi ça. Puis c'est drôle parce que quand ils sont arrivés sur scène, malheureusement, ils avaient l'air un peu perdus. Ils avaient l'air, comme ça peut arriver, des personnes âgées qui sont moins là que d'autres personnes âgées. Je pense on a vu Jane Fonda l'année d'après monter sur scène. Je pense qu'elle est plus âgée encore que Betty puis Dunaway, puis elle est super shape. Là, je ne veux pas commencer à tomber sur faire de l'agisme, mais des fois, voilà. Donc, c'est pas là. C'est quelque part. Si on avait eu un jeune acteur qui serait monté, ça ne serait pas passé, cette erreur-là. La personne, je pense, aurait pris le temps de bien lire ce qui était écrit. Là, Je me demandais si on revient là, bien avant les Oscars. Quand tu as su que tu étais parmi les 5 nommés pour ta catégorie, te sentais-tu un peu imposteur ou tu étais super confiant du travail que vous avez fait sur Arrival puis tu savais que c'était grandiose, mettons? Je vais te dire franchement, il y a 2 règles de base pour être nominé aux Oscars. C'est qu'il faut que ton film sorte à l'automne. Un film qui sort au printemps ou à l'été, Il va être oublié. il va être oublié. Donc, en général, les films oscarisés sont des films à l'automne. Ensuite, l'autre règle qui est importante, c'est c'est le box-office. Au son, il faut que ton film fasse un box-office, soit très connu. Donc, la valeur d'être aux Oscars, au son, en tout cas, je ne parlerai pas pour les autres, est tributaire du succès du film. Si ton film n'est pas connu, tu vas passer à la trappe complètement. Okay. Donc, il faut quand même le dire. Moi, je suis pas cette année-là, ce n'est pas le meilleur film au son. C'est peut-être le meilleur film des films qui étaient connus. Mais c'est tout. Il avait généré un certain buzz quand même. Dans l'industrie, ça en parlait beaucoup, je m'en rappelle. Oui. Mais parce que c'est connu. Plus quelque chose est... Ouais. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je crois... Moi, je crois pas que parce que tu es connu, tu es le meilleur. Tu es connu parce que il se passe quelque chose qui fait que ça marche, mais tu peux avoir des grands artistes qui vont rester inconnus parce qu'ils n'auront pas les outils pour y arriver. Ça ne veut pas dire que... C'est un mélange de tout ça. Hein. Okay. L'art a été très, très, très tributaire de la capacité qu'a eu des gens autour de faire connaître des artistes, d'ailleurs. C'était même comme ça il y a 100 ans, là, tu sais. Alors, après avoir dit ça, après avoir compris ça, je ne sais pas si je me sentais imposteur, mais
Non, je me sentais pas imposteur quand j'ai vu les autres films en nomination. Je trouvais pas que les autres films étaient nécessairement meilleurs qu'Arrival. Il y avait Hacksaw Ridge de Mel Gibson qui était au niveau sonore un hostie de travail incroyable. Donc, je me disais qu'ils allaient gagner. D'ailleurs, ils ont gagné la MPSC là, oui, la semaine d'avant là, pour le montage son. Là. Et d'ailleurs, j'ai adoré la gang de Hacksaw Ridge. C'était beaucoup des Australiens. On a trippé au bout ensemble. Alors, non, je me sentais pas imposteur. Je me sentais tendu. Puis, quand je me suis senti imposteur un petit peu, c'est quand je suis vraiment rentré dans le cirque des entrevues et tout ça. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai-tu quelque chose d'intéressant à dire? Je comprends. Surtout aux Américains. Puis, non, c'était. Mais c'est ça, je veux quand même dire, je vais donner un exemple. L'année dernière, c'est mon chum Nicolas Bacquer, un Français qui a gagné l'Oscar pour. Excusez-moi, j'ai oublié le titre. Le film sur le sourd, le gars qui devient sourd en jouant du drum, là. Oui, Sound of... Sound of Metal. Sound of Metal, Metal. Oui, oui. Alors, Sound of Metal, c'est un film qui a été beaucoup vu. Il y a eu plusieurs nominations aux Oscars. C'est un film qui a bien marché. Et donc, il s'est retrouvé là-dedans parce que le film a bien marché. Il faut assurément qu'il y ait une forme de box-office. Puis, je vais donner un exemple. Le meilleur film au son que j'ai vu peut-être de ma vie, c'est un film thaïlandais d'une cinéaste dont je ne m'arrive pas à prononcer le nom de famille, malheureusement, qui est une cinéaste assez connue en Thaïlande, qui a fait un film que j'ai vu au FNC à l'automne dernier. Je veux dire, le son de ce film-là, je l'ai gardé dans mes notes, là, c'est exceptionnel, c'est grandiose et personne ne va jamais en parler. Il n'apparaîtra jamais nulle part. Tu comprends? Okay. Mais moi, avec mon expertise de 30 ans de métier, ce qu'il a fait au son, ce gars-là, c'est exceptionnel. Ça dépasse plein de films qui ont gagné l'Oscar du meilleur son. Donc, on est dans un système, mais c'est correct, on a tous créé des star systems autour du cinéma, des affaires comme ça. C'est normal. Puis je ne vais pas me mettre entre vous et moi, je ne vais pas me mettre à bouder les Oscars. Mais on va être franc sur le rapport de la qualité absolue. Ou la portée, ouais, un peu que ça. Puis on le voit dans tous les domaines artistiques. Là. Tu peux avoir un chanteur super hot de Montmagny, une chanteuse incroyable, mais qui n'arrive pas pour X raison, à être connue pour X raison, mais tu vas entendre un démo, mais tu vas faire tabarnouche, ça sonne, c'est incroyable, mais bon. C'est comme ça, puis on le sait, si tu fouilles, quand tu fouilles, tu tombes sur des perles, mais le commun des mortels, le public en général, prend ce qu'on lui offre, puis c'est bien naturel. Les artistes qu'on a au Québec, c'est parce qu'ils ont pu avancer. Alors, si tu connais Chloé Pellag ou n'importe qui, ou Cormier, ou tout ça, c'est parce que ils ont réussi à monter, puis mais les inconnus, on ne les connaît pas, à moins d'être un spécialiste. Ouais. Donc, ça revient à la question, mais bon, ça a toujours fonctionné comme ça. On ne va pas changer le système, mais c'est sûr que quand tu te retrouves dans la position où j'étais, moi qui fais de ça un métier, quand je tombe sur mon film thaïlandais inconnu, ben là, je suis encore plus en cohésion avec le fait que je prends tous ces honneurs-là, je les prends, je les chéris, mais je considère vraiment pas que... Alors ça, je peux te dire, je considère vraiment pas que j'étais le meilleur film de cette année-là. J'ai été un heureux élu dans une genre de loterie aussi qui existe. Là, ouais, je comprends. Puis d'ailleurs, les Oscars, c'est très intéressant. Les films qui gagnent aux Oscars, c'est pas toujours des films qui ont gagné d'ailleurs dans d'autres festivals avant, nécessairement. Non, il y a un peu de politique là-dedans, là, c'est certain. Il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, par exemple, le festival de Cannes, où tu as un jury qui s'attarde vraiment à débattre quel était le meilleur film du Festival de Cannes qui a duré 10 jours, qui avant avait été choisi par des sélectionneurs qui voient des milliers de films par année, qui sont vraiment des gens qui s'adressent au cinéma. Il n'y a pas de vote, là. Mm-hmm. Ben là, ils arrivent avec un truc, tu dis, OK, il y a quelque chose là-dedans qui tient la route. Les Oscars, c'est un vote populaire. Puis, à partir du moment où tu es membre de l'Académie, tu peux voter, mais tu peux voter pour qui tu veux sans les regarder. Ils ne vont jamais checker. Ouais. Donc, on va se le dire, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est la vérité.
Ben, Il y a des gens, ça accentue encore plus, comme tu as dit, le fait de sortir à l'automne puis d'être connu c'est de tout. l'opinion publique. Puis... Alors, ça devient, c'est pas, il faut arrêter de penser que ça. Tant mieux quand ça t'arrive, mais tu es dans une forme de système qui a favorisé un certain type de système. Hmm. Mais c'est faux il faut faire attention avec l'œuvre. Alors, on va dire que c'est le meilleur. L'Oscar du meilleur film, c'est pas le meilleur film de l'année. C'est pas vrai du tout. Hmm. C'est l'Oscar du meilleur film à l'intérieur de ce système-là. Mais ça va pas être un mauvais choix. Il y a des films extraordinaires qui ont gagné l'Oscar. Aux Oscars, tu as des films très intéressants, là, des vraies œuvres, bien entendu. Faire attention. Mais des fois, c'est ça. Voilà. On connaît la chose. Ouais, C'est ça. on n'aimera rien. C'est quand même un outil de marketing d'Hollywood. On s'entend aussi. Ah, mais ça ça a toujours ben oui. été les Oscars, comme les Iris, comme les Césars. C'est des outils de promotion. Puis au Québec, d'ailleurs, moi là-dessus, je félicite Québec Cinéma. C'est que la soirée des Iris au Québec, qu'on peut trouver agréable ou pas, ou tout ça, ils essaient d'en faire un spectacle. Puis ils ont raison. Il faut que ça soit un truc pour donner le goût d'aller voir les films. Puis ça sert à ça. Hmm. Les Oscars sont apparus en 1929, à une époque où Hollywood était en baisse. Hollywood, dès le début, ça a été une explosion. Les années 10, mais les années 20, il y a eu une baisse. Puis il fallait trouver des techniques pour ramener les gens dans les salles pour retrouver l'affluence des années 10. Puis les Oscars, ils se sont dit, on va trouver un truc promotionnel. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et en même temps, est apparu le son au cinéma. Puis là, les années 30 ont été des grosses années. Les gens sont allés beaucoup dans les salles malgré la crise économique. Donc, c'est à la base, c'est un outil de promotion. C'est ça, on veut. Puis les Iris, ils l'ont compris. Quand ils font la soirée des Iris, ils essaient de faire un bon show. Ils ne font pas toujours un bon show, mais ils essaient de faire un show qui va donner le goût d'aller voir des films, puis plus que de recevoir des prix. Puis, c'est ça. C'est de la pub. Voilà. Et en terminant, dans le meilleur des mondes, ce serait quoi un créneau que tu aimerais toucher que tu n'as pas encore fait, ou peut-être un réalisateur ou réalisatrice avec qui tu aimerais travailler? Si demain matin, on t'offre ce souhait-là, ce serait quoi? Il y a tellement de... C'est une question que je t'aurais une meilleure réponse dans 24 heures. Mais je te dirais que je voudrais vraiment faire plus de films expérimentaux ou des films qui veulent vraiment prendre le cinéma comme une œuvre d'art qui veut sortir de soi. Je pense que l'art, pour reprendre des phrases qui ont été dites par tellement de gens avant aujourd'hui, que l'art, c'est sortir de soi. Je trouve que j'aurais envie de faire des films où on utilise plus les palettes de l'imaginaire et plus les palettes de la poésie que, en général, je me retrouve à faire. Puis pour ça, ben, il y a des cinéastes actuels qui sont comme ça. Il y a des cinéastes à venir qui vont être comme ça. Je pourrais nommer des noms, mais je dirais sincèrement que c'est des choses très intéressantes. Là, on a une cinéaste au Québec qui s'appelle Myriam Charles, qui envoie son film à Berlin. C'est une première. Elle apporte vraiment un cinéma assez différent. Je trouve ça très intéressant. On a déjà des gens comme ça, un peu comme Denis Côté, qui vont dans des zones. Yann Lagarde aussi, qui a fait... mon Dieu, j'ai oublié le film qu'on a fait ensemble, Bouddha. C'est-tu lui qui a fait All You Can Eat Bouddha, c'est ça? Oui, All You Can Eat Bouddha. Ouais. Alors, tu sais, bon, mais Myriam Charles, c'est une grande nouvelle. En plus, Myriam, ses parents sont d'origine haïtienne, donc ça apporte aussi une voix qui a été trop longtemps cachée. Là, en tout cas, je parlerai juste déjà pour Montréal, mais pour Québec aussi. Là, le monde haïtien est un monde énorme, quelque part, qui manque de place dans notre société, avec qui on devrait être connecté avec Haïti en tout temps. Là, si j'avais un discours à faire sur l'immigration, on devrait ouvrir nos portes à Haïti, big time. Mais c'est fantastique à la fois, mais comme cinéaste, je la connais pas, Myriam Charles, je n'ai jamais parlé, mais c'est une grande arrivée. D'ailleurs, le son a été fait par mon collègue Olivier Calvert, mon chum de studio. C'est super beau. J'ai vu ses courts-métrages, j'ai pas vu son long,
mais c'est une artiste incroyable. Puis c'est ça qui, moi, je pense, c'est là où moi, j'aimerais aller plus. C'est de vraiment prendre le cinéma comme un poème. Voilà, faire de la poésie plus. OK. Ou penser à la poésie plus qu'au naturalisme, au réalisme. Je trouve qu'on est trop là-dedans, mais en même temps, les gens veulent voir ça, puis c'est correct, puis c'est cool aussi. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Voilà. Et les séries télé sont très réalistes aussi, même si on peut trouver des tournures de scénario. C'est vraiment un monde, mais c'est ça. Moi, j'aurais vraiment le goût d'aller chercher davantage vers la poésie, si je pouvais. Mais ça m'arrive, puis heureusement, j'en ai des choses comme ça aussi. Donc, voilà. On te souhaite tout le meilleur, Sylvain. Ben, mon Dieu, ben, merci. Bien, merci à vous. C'était très intéressant. Vos questions, c'était bien le fun de jaser de tout ça. Excellent. Excellent. Ben, merci et bonne continuité. Merci.